Allez, on va débuter, ça va faire venir les retardataires. On va donc maintenant aborder un sujet qui est le sujet de l'IA et du financement, qui est un thème qu'on aborde moins par rapport à voilà, la créativité, au droit d'auteur, au workflow, mais qui est absolument déterminant et parce que voilà, on a besoin de financer évidemment tous les contenus. Euh, Merci Alexia. Je n'ai pas assez d'autorité. Venez tous. Et pour cela, nous avons donc 4 intervenants. Je vais commencer par vous, Pauline. Pauline Augrin, vous êtes directrice du numérique au CNC, en charge de la feuille de route de l'IA et des appels à Projet Tech. Je poursuis avec Jean-David Blanc. Vous êtes un entrepreneur emblématique du numérique. Vous avez fondé Allociné, Molotov. Vous écrivez aussi et vous êtes musicien. Donc, multicarte. Nous avons également Sébastien Précheux, qui est avocat associé chez Norton Rose Fulbright et qui est spécialiste des questions de régulation financière, des crypto-actifs et de la blockchain. Et enfin, nous avons Baptiste Babin, qui est cofondateur de Backup Media et qui développe aujourd'hui des outils SaaS d'analyse de données pour les producteurs, les reversements et l'aide à la décision et à l'optimisation. Donc je vous invite à interagir. N'hésitez pas aussi quand je pose la question à l'un. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose pour compléter, n'hésitez pas. Et je vais d'abord commencer par vous, Jean-David. Vous êtes prêt? Allez-y. Okay. Donc voilà une question assez généraliste pour poser les bases du débat. Savoir en quoi l'IA va impacter le financement voilà des œuvres du cinéma principalement. Alors, déjà, je voudrais dire que je suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question, parce que j'ai jamais, en tout cas pour l'instant, financé directement des œuvres de création, que ce soit des films ou des séries. Mais je vois un peu comment les choses peuvent se faire et comment est-ce que les outils peuvent aider les producteurs, la profession, là encore, à aller plus vite, à prendre des décisions. Pauline, vous pourrez rebondir. Bon, je voulais signaler que je parlais tout à l'heure avec quelqu'un. Il y a un excellent rapport du CNC dont vous parlerez tout à l'heure sur l'IA qui est disponible en ligne. Je fais pas la promo du CNC, je suis pas du CNC, mais oui, je fais partie d'une commission. Mais le rapport est assez complet. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un là, et je voulais signaler ça parce que c'est intéressant. Il y a plein de choses qui sont abordées. Pour répondre à votre question, j'ai une crainte avec l'IA et la production, et peut-être que vous serez peut-être amené à en parler tout à l'heure. C'est que ça devient une forme de... à force d'utiliser des outils d'IA pour essayer de prédire les scores des films ou ce qu'ils peuvent donner en salle, et je sais que beaucoup l'utilisent ou rêvent de ça pour essayer une aide à les décisions. Voilà, une aide à la décision des producteurs et des financeurs en se disant tiens, ce film-là, on va le développer, peut-être moins celui-là parce qu'il y a moins de succès. J'ai un peu peur que ça devienne une forme de censure. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors ça date pas de l'IA, hein. Les business exécutives, ceux qui prennent les décisions, font souvent appel à des bureaux d'études pour essayer de savoir si tel film aura tel succès ou tel autre. Tel acteur aussi. Voilà, ça date pas d'hier, mais avec l'IA, ça peut s'accélérer. Et peut-être que vous nous aiderez à répondre à cette question, parce que comme ça a été dit tout à l'heure par Claude ou par Alexia et d'autres, la créativité, c'est pas forcément du raisonnement. Pauline, est-ce que vous voulez rebondir? Qu'est-ce que le CNC, quelle est la feuille de route du CNC par rapport à l'IA? Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vaste. Vous m'avez présenté comme étant en charge de la feuille de route de l'IA au CNC. C'est pas tout à fait le cas, précisément parce que l'intelligence artificielle a la particularité de justement ne pas être captée et n'a pas vocation à être captée par la direction du numérique dont j'ai la charge, mais c'est évidemment un sujet qui est absolument transversal. Je suis assez frappée du fait de voir que c'est peut-être le premier gros sujet d'innovation qui est à ce point transversal et qui est d'une nature, je le dis d'emblée, de mon point de vue, tout à fait différente de ce qui nous a beaucoup préoccupé aussi ces dernières années, qui est toujours une réalité d'ailleurs, mais la blockchain, les NFT, le métaverse, etc. Là, on parle d'une véritable rupture technologique, bien que s'inscrivant dans une évolution qui est celle de la révolution numérique. Enfin, c'est un nouveau chapitre de notre point de vue de la révolution numérique que l'on connaît depuis une trentaine d'années. J'entends souvent
qu'on l'on parle d'IA, ça a été fait par IA, etc. Comme on dirait, ça a été fait par des outils numériques de retraitement de l'image ou du son. Donc, de ce point de vue-là, on est dans une continuité, c'est certain. Mais malgré tout, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que il y a cette intensification que l'on connaît, cette massification. Tout va à une vitesse assez folle qui justifie que effectivement on s'interroge à l'échelle du CNC, à l'échelle de vraiment l'ensemble des directions qui composent le centre, sur la manière dont on peut nous se positionner face à ce qui est une nouvelle rupture technologique, et ça a été dit plusieurs fois, mais on se reconnaît vraiment beaucoup dans la façon dont ça a été exprimé et particulièrement bien exprimé, mais sur le fait que par ailleurs, il est évident que la création et la technique sont absolument inséparables depuis le début du cinéma, depuis la naissance du cinéma. Donc le CNC a vocation à suivre ces évolutions techniques et technologiques et a vocation à promouvoir tout ce qui peut être un élément favorisant le renouvellement créatif et la manière dont l'industrie peut se réinventer, mais à le promouvoir de manière responsable. Donc pour répondre de manière un peu introductrice, mais on reviendra dans le détail tout à l'heure, notre enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en place un certain nombre d'éléments pour, objectiver et rationaliser un petit peu le débat autour de l'IA, d'où par exemple l'étude que Jean-David évoquait tout à l'heure. C'est une étude qui appartient à un corpus plus global qu'on a appelé l'Observatoire de l'intelligence artificielle, qui a vocation à être actualisé année après année pour constituer finalement un peu un centre de ressources à l'usage des professionnels. D'où le fait que on fait tout un travail, je vais y revenir, mais en association avec nos commissions. La particularité du CNC, c'est de fonctionner beaucoup avec nos commissions sélectives. Ce sont 700 experts professionnels, comme Jean-David ou beaucoup d'autres, je pense, dans cette salle aujourd'hui, qui participent aux commissions du CNC et qui en font un espace de réflexion et de concertation professionnelle absolument naturelle. Et donc, on parle d'IA au sein de ces commissions. C'est ce que j'anime aussi beaucoup aujourd'hui, de façon à pouvoir, in fine, promouvoir une utilisation qui est une utilisation vertueuse et responsable. Alors, Baptiste Babin, vous avez développé un outil, un SaaS, qui collecte de la data, et vous allez nous expliquer l'utilité et l'objectif de cet outil, et quels sont les data qui sont les plus décisives actuellement pour la prise de décision dans le financement de films. Oui, merci beaucoup. En fait, je voudrais, bien entendu, je n'ai pas la prétention d'avoir accompagné le cinéma comme l'a fait Monsieur Lelouch depuis aussi longtemps, mais depuis 20 ans, en fait, j'ai vu quand même, j'ai commencé à une période où on se faisait pas céder les droits Internet des auteurs, où on gagnait beaucoup d'argent en vendant des DVD. Enfin, les choses ont quand même beaucoup évolué vers plus de complexification en financement. Aujourd'hui, on est à 3 ou 4 producteurs co-délégués en France pour faire un long métrage. Et la chaîne de distribution, c'est aussi complètement complexifié avec l'arrivée des plateformes. Aujourd'hui, on a des problématiques de demande de disponibilité sur un catalogue de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de titres sur des médias particuliers dans le monde, sur des fenêtres bien précises. Donc, nous, on est là pour justement fournir des outils qui permettent d'encadrer en fait cette complexification. Et l'IA est venue en fait pour aider face à la sous-digitalisation de notre métier. Il n'y a pas de ressources IT chez nos clients pour, intégrer dans leur système d'information les deux matières qui sont pour nous fondamentales. C'est la matière contractuelle. Donc, il y a plein de contrats de vente, mais généralement, soit ils peuvent être mal saisis, ou alors ils prennent 1 mois ou 2 dans les arcanes traditionnels des sociétés, même les plus importantes, pour être saisis. Donc nous, en fait, pour pallier ça, on a développé une IA. Alors c'est une IA non générative, parce que l'IA, on a parlé beaucoup d'IA générative depuis 24 heures. Il y a plein d'autres types d'IA, et nous, c'est lorsqu'on a rencontré le directeur de l'AP-HP, qui nous a expliqué comment il diagnostiquait les tumeurs du cerveau, en fait, avec des IA discriminatives. Et c'est en fait cette technologie-là qu'on a décidé d'appliquer pour permettre à nos clients de scanner leurs contrats et d'avoir notre IA qui lit les contrats et qui comprend, voilà, c'est une session entre A et B, elle porte sur tel titre,
Alors ça a l'air tout simple, mais les titres, comme vous le savez, il y en a pour un seul film. Il peut y avoir des dizaines de titres différents. Donc repérer à partir de ça, d'analyse de big data, que voilà, le titre c'est ça, le montant c'est ça, les contreparties financières c'est ça. Donc nous c'est vraiment l'IA pour aider. C'est la remontée des droits d'auteur en fait pour. C'est la modélisation de la chaîne de droit, déjà la modélisation du financement d'un film qui reste encore largement prototypique en fonction du nombre de partenaires, du nombre de préventes, du nombre de coproducteurs, du nombre de diffuseurs, et ensuite l'exploitation de ce film qui est faite sur tous les droits qui restent disponibles. Donc c'est vraiment ce mécanisme de financement et distribution qu'on encadre à partir d'une IA qui est un peu plus rébarbative et moins glamour, à laquelle moi franchement j'ai pas forcément envie de tomber amoureux, mais en tout cas qui nous aide considérablement, parce que c'est un gain de temps. Que ce sont des tâches qui sont particulièrement rébarbatives, qui sont très sensibles. Il suffit d'une erreur ou d'une incompréhension pour que tout simplement votre donnée soit fausse. Donc voilà, c'est ça qu'on a essayé d'encadrer, et c'est dans ce sens-là que l'IA pour nous est devenue particulièrement importante. Et est-ce que votre outil propose de la data aussi, d'aide à décision et Alors j'entends, Jean-David, ta réserve et le côté censure entre guillemets, censure, autocensure. Après, s'il faut justement, j'ai vu des encouragements de Marianne à ne pas être politiquement correct. Allez, on peut aussi aborder des pratiques dans notre industrie qui sont un peu plus data-centriques. Hein, c'est-à-dire qu'on sort quand même d'une approche un peu au doigt mouillé, à laquelle j'ai largement participé, je ne donnerai de leçon à personne, sur oui, je sais que mon neveu il adore cette série, ou je sais, et qu'on a pris comme ça, comme des vérités révélées. Je pense qu'il faut laisser avoir une approche, par exemple, des métadatas qui soit un peu plus rigoureuse, voir des liens de corrélation entre des histoires, entre des scénars sur lesquels l'IA est particulièrement rapide. Et je ne dis pas qu'on doit laisser l'IA décider de tout. Mais justement, à partir du moment où l'IA nous attire notre attention sur le fait qu'il y a des points de corrélation avec des œuvres qui peuvent être complètement différentes, il faut juste l'intégrer le plus tôt possible pour savoir soit comment s'en rapprocher si on veut surfer dessus, ou en profiter, soit effectivement s'en détacher et avoir un discours qui est clair, mais en tout cas qui est fortement data-centrique. Et je crois que c'est une attente de tout le marché, une attente d'avoir aussi un stock de métadata qui est prêt à faire du marketing, qui est prêt à permettre à tout le monde de travailler très en amont sur la distribution du contenu. Et je pense que sur cette charnière production-distribution, on peut avoir des outils qui, pour moi, permettent une transition plus efficace, en tout cas, et qui soit résolument data-centrique, sans pour autant forcément s'auto-censurer. Voilà. Ouais, d'une certaine manière, le thermomètre ne fait pas la météo, c'est ça que tu veux dire. Un peu. Alors, Sébastien Précheux, donc vous êtes avocat. Quelles évolutions vous voyez au niveau réglementaire pour encadrer justement l'IA dans le financement? Je crois qu'il y a eu une jurisprudence récente sur la blockchain qui a été reconnue comme permettant de réclamer des droits d'auteur. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? Oui, alors il y a effectivement une très grande et très importante évolution de la réglementation pour essayer de promouvoir l'ensemble des outils technologiques. Donc l'intelligence artificielle en fait partie, la blockchain en fait partie. Et effectivement, il y a une forme de reconnaissance de la blockchain, mais il faut faire attention parce que si on vend à l'international, si on propose des œuvres à l'international, on n'a pas partout nécessairement une reconnaissance de la blockchain. Donc il faut faire très attention parce que ça peut être dans certains pays un mode probatoire qui permet de donner une preuve d'antériorité. Dans d'autres, ça peut ne rien valoir du tout. Donc ça, il faut faire attention à ce point-là. Et ça peut être aussi un mode de monétisation des œuvres. Et progressivement, en effet, l'intelligence artificielle a été développée, reconnue comme outil prédictif et outil qui, en fait, va aider pour soutenir la décision d'investissement. C'est-à-dire que pour rassurer l'investisseur, pour rassurer le financement, il y a progressivement l'intelligence artificielle qui devient un moyen, qui est vu comme un moyen de donner un peu plus d'éclairage sur les risques. Et en fait, c'est un produit que les financeurs ont essayé de promouvoir pour, en quelque sorte, essayer de modéliser l'ensemble des risques. Il y a un très grand nombre de risques partout. Et en fait, l'évolution qui est intéressante là-dedans, c'est la même évolution que celle qu'a connue le monde maritime. Alors, on est à Nice, ça tombe bien. Et en fait, au début, on avait le domaine, j'allais dire, des marins qui prenaient tous les risques et donc qui vivaient le risque en quelque sorte.
et qui vivaient, j'allais dire, les risques de naufrage, de pertes humaines. Et puis ensuite sont arrivés les financeurs. Et à partir du moment où les financeurs sont arrivés, c'est là que le monde maritime a complètement changé. Et notamment les évolutions au Moyen-Âge, les évolutions de la Lloyd's au XVIIIe siècle, etc., qui, en fait, ont essayé de modéliser le risque partout. En parlant du risque humain, du risque climatique, ils ont effectivement été à l'origine de développements considérables dans le domaine de la météo, par exemple. Et à partir du moment où ces financeurs sont intervenus, il a fallu donner une sorte de cartographie globale du risque. Et simplement, la différence, c'est qu'à l'époque, les financeurs étaient sur les navires aussi. Et donc, ils vivaient, en fait, ils feraient de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'audit. Ils étaient auditeurs, c'est-à-dire qu'ils vivaient la vie, en quelque sorte, des marins. Et donc, il faudrait d'ailleurs que cette dimension humaine de vivre la vie, entre guillemets, enfin, être humain, c'est-à-dire apprécier les œuvres, apprécier les films, demeure, pour pouvoir ne pas laisser uniquement les machines opérer. Et donc, en fait, il y a eu, c'est un parallèle intéressant parce que les banques, notamment, utilisent les produits d'abord maritimes. C'est-à-dire que j'ai vu des produits extrêmement sophistiqués qui viennent d'une domaine, notamment de la marine marchande, qui ont développé des outils très très perfectionnés de prédiction du risque. Et donc, ce sont à partir de ces outils que le financement, ou c'est à partir de ces outils que le financement lui-même se débloque. Parce que, en fait, il s'agit, dans l'esprit des financeurs, de faire en sorte, idéalement, qu'il n'y ait pas de risque du tout. Sauf que, effectivement, il y a et donc ils cherchent des corrélations entre toutes sortes de risques. Ils cherchent même à voir dans les interstices des données, en quelque sorte, des risques qui n'ont pas encore été conçus. Et par exemple, les autorités bancaires demandent aux banquiers, désormais, de concevoir des risques qui n'existent pas. C'est-à-dire, en quelque sorte, de décrire leur scénario de risque. Parce que ces risques n'existent pas. Donc c'est une sorte de principe de précaution, mais qui va au-delà, c'est-à-dire de concevoir ce qui n'existe pas. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Oui. Ouais. Ils m'ont fait une clause que j'ai refusée, je sais pas s'il y a des gens au téléphone, hein, tu es là en l'occurrence. Une clause que j'ai appelée la clause Minority Report, c'est-à-dire qu'ils m'ont demandé de prévoir qu'un de mes candidats allait faire quelque chose d'illégal. Et qu'il fallait que je les assure dans le futur de ça. Ce qui est quand même, je l'ai fait sauter cette clause, mais c'est quand même surréaliste. Parce que c'est comme si en gros, on devait s'assurer que tous les candidats ne tueraient pas leur femme, ne voleraient pas, ne feraient pas, etc. Ce qui est impossible. Oui. Je l'ai vu en matière bancaire par des jurisprudences qui ont essayé effectivement de demander aux banquiers effectivement justement de concevoir des risques d'accident. On l'a vu aussi dans le domaine maritime, des risques océaniques ou climatiques ou politiques, qui en fait des types de risques qui n'existent pas. Et qui heureusement cette jurisprudence n'a pas en fait fait florès aujourd'hui, mais c'est pas exclu que ça revienne. Mais attendez, je voudrais comprendre. Je pose une question bête, mais est-ce que vous assimilez le cinéma à, je sais pas, à CMA, CGM Non. Alors, pas du tout, effectivement. Oui. J'ai trop de respect pour le cinéma, trop d'admiration étant cinéphile pour ça. Non, mon point était de dire que on a eu en fait une même évolution. Parce que la connaissance intime du risque est venue du monde maritime. Et donc, c'est eux qui ont développé des outils d'intelligence artificielle très développés, progressivement. Et après, les financeurs s'appuient progressivement ou essayent de s'appuyer, notamment certains fonds d'investissement et les banquiers, sur les outils prédictifs les plus poussés qui soient. Sauf que mon point était de souligner les limites que ces outils prédictifs ont. C'est-à-dire que, encore une fois, ils essayent de dégager des tendances de marché. Entre guillemets, c'est horrible d'employer ce nom quand on parle de cinéma. Oui, j'en ai honte. On parle de créativité. Voilà, absolument. Est-ce et donc prévoir le succès d'un film. Prévoir le succès d'un film, prévoir les risques, prévoir le succès d'un film, essayer de voir quel type d'acteur il souhaiterait, quel type de scénario. Ça comporte un danger très important que les financeurs ont vu immédiatement dans le domaine justement des marchés financiers, en se disant que si tout le monde investit sur la même chose, il n'y a plus de marché. Et donc la difficulté, c'est peut-on voir encore dans l'écume de ces données l'espoir d'un type de cinéma différent, d'un cinéma indépendant ou autre chose. C'est ça la véritable question qui est posée, c'est le véritable enjeu. Ce qu'on a vu aussi, c'est que... Oui, pardon, j'en ai vu. Donc un risque dans la protection du risque, en fait. Un risque dans la protection... Un risque que, à force de penser au risque, il n'y ait plus de risque. Vous pensez que si on avait mis dans ces outils-là un scénario, je sais pas, d'un film muet en noir et blanc fait en 2010, il aurait... Green Knight the Artist. Il aurait pu ne pas exister, c'est ça le drame. C'est toutes les œuvres qui auraient pu ne pas exister. C'est pour ça qu'il y a vraiment une limite très importante.
Et un risque d'uniformisation. Un risque d'uniformisation, qui est réel. C'est pour ça qu'il faut faire attention, effectivement, et il faut progressivement tirer ces leçons-là de ce risque d'uniformisation et de destruction en réalité. Et progressivement, l'intelligence artificielle est devenue une sorte de fixeur de prix. C'est-à-dire en fait que le produit lui-même, alors ça peut être intéressant parce que là où le cinéma, dans ce que j'en ai compris, essaye des nouveaux modèles de financement, des nouvelles sources de financement, on a le financement participatif, le domaine obligataire, les cryptoactifs, il y a cette monétisation possible directe par l'intelligence artificielle, d'avoir une relation avec le public qui souhaite un film et qui, entre guillemets, cote, encore une fois non affreux quand on parle du cinéma, le film. C'est ça un petit peu l'évolution, avec les limites, sans compter les limites de la mauvaise donnée qui rentre aussi. Pauline, on le sait, on en parlait tout à l'heure, donc il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître avec l'IA. Et je crois qu'à un moment, en fait, les syndicats ont discuté avec vous pour qu'il y ait une sorte de quota d'humains minimum dans les productions de films pour pouvoir bénéficier du financement du CNC. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur cette question? La fameuse demande qui porterait sur la conditionnalité des aides à l'utilisation des machines. Voilà. En résumé. Alors, pardon, je voulais juste revenir très rapidement sur le point antérieur pour simplement, puisque là on parle de IA et financement spécifiquement et de la manière dont, encore une fois, l'IA est complètement intégrée aussi dans nos objectifs de politique publique dans le cadre de différentes aides, notamment sur la partie plus aval de la chaîne de valeur. Juste un point quand même pour clarifier, sur les enjeux de IA en tant qu'outil de prédictibilité, nous c'est pas ce que l'on voit qui se développe, parce qu'on a quand même de plus en plus de projets de ce type-là qui arrivent. Ce sont plutôt des projets en lien avec la transparence de la remontée de recettes, en lien avec le métier de distributeur, de façon à vraiment réussir à optimiser au maximum des recettes autour du film, à avoir un ciblage marketing et publicitaire beaucoup plus fin. J'aimerais qu'on y revienne un peu plus tard parce que je pense que on est vraiment au cœur du sujet. Mais pour répondre à cette question, donc ça fait le lien avec ce que je disais en introduction, qui est de dire il y a un vrai sujet de responsabilisation autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quand on en parle en interne et avec l'ensemble des représentants professionnels, il me semble qu'il y a un consensus absolu pour dire que l'IA a d'une certaine manière, et je le dis sans qu'il y ait de connotation péjorative, est en train de coloniser l'ensemble des outils numériques qui sont déjà extrêmement couramment utilisés dans la fabrication des films, au profit aussi, encore une fois, des enjeux d'exploitation et de diffusion. Et que partant de là, ce qui importe est pas tant d'avoir une position doctrinaire sur pour ou contre l'IA, mais encore une fois, d'identifier malgré tout les risques de dérive possibles de l'utilisation de l'IA et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en prémunir au mieux, de façon, encore une fois, à collectivement promouvoir une utilisation qui soit la plus responsable possible. C'est dans le cadre de l'aide aux moyens techniques, qui est le fameux dispositif d'aide qui en fait a été réformé un peu récemment, mais qui s'inscrit complètement dans la continuité du soutien à l'innovation que le CNC porte depuis en réalité la fin des années 50. Que la question s'est posée en premier lieu, et Jean-David peut aussi peut-être en témoigner, puisqu'effectivement tu es vice-président de cette commission et en charge notamment du collège diffusion. L'enjeu de ce dispositif, c'est d'accompagner des projets techniques ou technologiques, donc vraiment de nature technique, qui sont mis au service de la création, de la fabrication, de la production ou de l'exploitation, de la diffusion, voire de la conservation des œuvres. Et donc, assez logiquement, c'est dans le cadre de ce dispositif que nous, on a vu arriver le plus de projets en lien avec l'IA. D'une part, il y a une vraie antériorité. Certains projets sont arrivés il y a déjà une dizaine d'années. On peut penser à des projets dans le champ des effets visuels, comme l'outil Creative Engine de MacGuff, par exemple, typiquement, est un projet régulièrement accompagné par le CNC depuis ses débuts, et ça remonte à il y a maintenant plus de 8 ans. Mais là aussi, évidemment, il y a une intensification qu'on a immédiatement perçue. Grosso modo, près d'un quart des projets que l'on reçoit dans le cadre de cette commission sont maintenant en lien avec l'intelligence artificielle. Ce qui a évidemment assez logiquement et spontanément interpellé les experts qui composent cette commission, qui se sont dit
comment est-ce qu'on doit examiner, comment peut-on porter un avis parfaitement éclairé, puisque c'est ce qu'on demande aux experts des commissions, sur ces projets en lien avec l'IA. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on réfléchisse tous ensemble à des critères complémentaires, en quelque sorte, à ceux du dispositif, qui permettraient, encore une fois, de s'assurer que l'utilisation de l'IA est faite, encore une fois, de manière responsable, de manière parfaitement éclairée, que les risques ont bien été perçus par le porteur de projet, etc. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait en fait une série de réunions qui ont permis d'aboutir à une grille d'analyse IA qui est publiée, sur laquelle on a pu communiquer là en début d'année, et qui est tout simplement une grille donc qui indique aux porteurs de projet directement concernés que compte tenu malgré tout des risques inhérents à cette technologie, parce que les risques en effet ils existent, on porte une attention particulière à la façon dont l'IA est appréhendée, et on indique 4 éléments qui nécessitent pour le porteur de projet concerné, ou s'il ne le fait pas spontanément dans un dossier de demande d'aide, de présenter des choses très étayées, plus détaillées sur sa capacité à maîtriser la technologie et notamment la donnée, donc vraiment avec la question de la donnée source qui est évidemment quand même très centrale, et une particularité, la particularité de l'IA, sa capacité à bien évaluer les enjeux juridiques, c'est-à-dire est-ce que mon projet juridiquement il est viable, absolument clean, enfin que l'ensemble des sujets relatifs aux droits d'auteur ont bien été appréhendés, etc. Sa capacité aussi à évaluer l'impact social potentiel. On en vient à la question là plus spécifiquement des métiers, parce qu'on sait que ces projets-là effectivement la plupart vont avoir un impact qui peut être sur l'évolution des métiers eux-mêmes, nécessitant un accompagnement, nécessitant la mise en place de programmes de formation. Ça peut être de la responsabilité aussi du fournisseur de technologie lui-même de proposer ce type de choses. Ça peut avoir aussi effectivement un impact sur l'emploi lui-même, destruction de certains emplois, création de nouveaux emplois aussi, de nouveaux métiers. Et donc ça suppose encore une fois l'anticiper le mieux possible. Et puis, il y a, ça c'est plus classique, mais quelque chose qui est systématiquement demandé sur la transparence et l'utilisation de l'IA, notamment vis-à-vis du public à qui on s'adresse. Est-ce que c'est la personne à qui je vends ma technologie, ou est-ce que j'ai un rapport direct avec le public, auquel cas la question de la transparence, elle est évidemment centrale. Donc, en fait, ce que l'on voit avec le peu de recul qu'on a aujourd'hui, c'est que même si ça ne passe pas par une modification de notre règlement général des aides, parce que tout ça c'est du droit mou en quelque sorte, enfin, c'est de la jurisprudence, c'est un travail que l'on fait dans le cadre des commissions, c'est utile, ça a un impact dans la mesure où c'est de fait un vrai outil de sensibilisation pour les porteurs de projets eux-mêmes, qui encore une fois sont incités à se poser toutes les questions en amont. C'est un outil de responsabilisation de la commission, des experts de la commission qui sont de toute façon obligés de vraiment monter en compétence sur l'ensemble de ces sujets-là, parce qu'on va avoir des experts de l'IA, mais on a d'autres experts aussi au sein de nos commissions qui sont moins avertis sur cette question-là et qui le deviennent petit à petit. Et puis, ça vaut aussi outil en quelque sorte de labellisation des projets qui sont en quelque sorte validés par le CNC, donc considérés comme vertueux, allant dans le bon sens. Enfin voilà, c'est un outil de labellisation. Donc, le travail qu'on fait là actuellement, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que cette démarche, elle peut se décliner aux autres dispositifs du CNC, aux autres commissions, et notamment celles en charge d'examiner des projets artistiques. On voit bien que effectivement peut-être demain demander, en commençant par certains dispositifs, des notes d'intention un peu plus détaillées sur l'utilisation de l'IA, un peu comme l'école au Danemark dont il a été question tout à l'heure. C'est un peu ça en fait l'idée. C'est pas tant l'IA ou pas l'IA, mais comment encore une fois je l'utilise, quelle justification je peux apporter sur même la valeur ajoutée artistique que ça peut avoir. C'est quelque chose qui peut avoir du sens et voilà, qui est à l'étude aujourd'hui. Malheureusement, en fait, on va devoir en rester là. Merci beaucoup. Voilà,